Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec Angela Merkel, Olaf Scholz et Friedrich Merz, trois chanceliers allemands qui nous racontent trois époques de leur pays. La période Merkel, où l'Allemagne puissante, prospère, locomotive de l'Union européenne, puis la période Scholz, la rupture de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, la fin du pétrole russe bon marché, la menace à moins de 2000 kilomètres. Et puis, depuis mars 2025, voici donc Friedrich Merz, celui qui doit remilitariser l'Allemagne à grande vitesse et pour cela sortir de l'orthodoxie budgétaire tout en durcissant le ton sur l'immigration dans un contexte de forte montée de l'extrême droite. L'occasion pour nous de revisiter ces trois périodes de l'Allemagne. Sortons nos cartes. Située au centre de l'Europe, la République fédérale d'Allemagne est composée de 16 États fédérés, les Länder, et s'étend sur 357 000 km², de la Baltique aux Alpes et du Rhin au fleuve Oder et Neisse. Avec 84 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Mais le 24 février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine ébranle l'Allemagne. La guerre est de retour en Europe, non loin de ses frontières. Elle remet en cause tous les fondamentaux de la RFA, fondée depuis la fin du nazisme et la réunification, sur la primauté de la paix, du droit et du commerce. Plusieurs millions de réfugiés ukrainiens traversent le pays, 1 million y sont accueillis. En accord avec les sanctions internationales, le chancelier Olaf Scholz stoppe les importations d'hydrocarbures de Russie, soit 40% du gaz et 30% du pétrole allemand. C'est la fin des gazoducs stratégiques Nord Stream 1 et 2, fruit de l'intense coopération germano-russe sous les gouvernements Schröder et Merkel. Il devait fournir du gaz bon marché à la puissante industrie allemande et compenser l'abandon du nucléaire après Fukushima et du charbon, gros émetteurs de CO2. Ce choc énergétique est en partie comblé avec du gaz de Norvège, des Pays-Bas, de Belgique et des États-Unis, et surtout par l'essor des énergies renouvelables, solaires et éoliens, atteignant désormais plus de 60% de la consommation électrique allemande. Mais la facture est lourde pour l'industrie, qui perd certains marchés russes, et pour les dirigeants qui misaient sur le commerce pour changer les régimes autoritaires russes et chinois. D'autant que depuis 2018, le modèle allemand s'essouffle. Après la réunification, les réformes du gouvernement Schröder ont baissé les coûts salariaux. Cela a dopé l'économie en doublant les exportations allemandes. Automobiles, machines-outils, chimie, électronique, sidérurgie, l'Allemagne est devenue la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Le chômage est tombé à moins de 6%. L'Allemagne s'est ainsi imposée comme première économie de l'Union européenne, son principal marché. Mais depuis 2023, l'économie est entrée en récession. Les causes ? D'abord la hausse du nationalisme économique, notamment états-unien, que ce soit via les taxes sur l'automobile et l'aluminium allemand par la première administration Trump, ou le plan Biden de soutien aux infrastructures et aux énergies renouvelables. Ensuite, l'absence d'investissement public, surtout dans les transports, rails, routes et ponts, et dans la digitalisation haut débit à cause des politiques d'austérité des gouvernements depuis 2009. Enfin, la fin des exportations massives vers l'Asie et la concurrence chinoise dans des secteurs clés. D'importateur net pour équiper son industrie, Pékin, premier partenaire commercial de l'Allemagne, est devenu exportateur net d'automobiles, de machines-outils, de semi-conducteurs et de technologies vertes, menaçant des millions d'emplois allemands. Une des nouvelles routes de la soie chinoise passe d'ailleurs par l'Allemagne à Duisbourg. Dernière faiblesse structurelle, la population allemande vieillissante, divisée et insécurisée. Le taux de natalité stagne à 1,46 enfants par femme, loin du seuil de renouvellement. Résultat, le pays devrait perdre 13 millions d'habitants d'ici la fin du siècle, en particulier à l'est du pays, plus pauvre, plus rural et davantage touché par le chômage. 35 ans après la réunification, les Allemands de l'Est restent frustrés par cette division persistante et très opposés à l'arrivée importante de migrants pour compenser le déclin démographique. Longtemps pays d'émigration vers l'Est et la Russie, l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Allemagne est en effet devenue depuis 1960 pays d'immigration.
avec une forte poussée depuis 2013. Elle compte aujourd'hui 14 millions d'étrangers, venus surtout d'Europe de l'Est, de Turquie et depuis 2015 de Syrie. L'intégration de ces derniers, souvent jeunes, est une réussite. 64% ont des emplois souvent qualifiés. Mais une série d'attentats islamistes meurtriers a insécurisé le pays entre 2016 et 2025, minant le débat public. La guerre en Ukraine marque, selon l'expression du chancelier Scholz, un changement d'époque, en allemand Zeitenwende. On est loin des années Merkel et de son leadership incontesté en Europe, d'autant que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque la remise en cause d'un autre pilier de la sécurité allemande, l'Alliance transatlantique. Tirant les leçons du nazisme, l'Allemagne, géant économique mais culturellement pacifiste, a longtemps privilégié une politique de retenue internationale. Après ses premiers envois de casques bleus en Bosnie, puis de troupes en Afghanistan sous casquette OTAN, Berlin participe à 17 opérations de l'ONU ou de l'UE sur 3 continents, se voyant comme honnête médiateur de conflits. Mais depuis 1955, Berlin a surtout misé sur Washington et sur l'Alliance atlantique pour assurer sa sécurité. D'où son soutien à toute épreuve aux États-Unis, exception faite de la guerre en Irak. Soutien qui lui évitait aussi de coûteuses dépenses militaires. Durant la guerre froide, celle-ci atteignait 2,9% du PIB allemand et 2,5% à la chute du mur. Mais en 2000, elles tombent à 1,35% seulement et ne dépasseront jamais 1,5% sous Angela Merkel. Début 2025, la Bundeswehr compte 182 900 soldats, soit moitié moins que les 370 000 prévus à la réunification. Le choc de la guerre en Ukraine a cependant obligé Berlin à une remilitarisation urgente, soutenue par toute la classe politique, à l'exception de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Dès 2023, le budget de l'armée atteint 2% du PIB, plus 100 milliards d'euros d'un fonds spécial permettant l'achat de chasseurs F-35 états-uniens, mais aussi d'Eurofighter, de drones, de frégates et de sous-marins. Objectif déclaré du prochain gouvernement, investir massivement dans la défense pour redevenir, quoi qu'il en coûte, l'un des principaux garants de la sécurité en Europe. À terme, la Bundeswehr compterait 272 000 soldats et même 480 000 en cas de guerre. Preuve de cet engagement, fin 2023, Berlin a installé une brigade en Lituanie. D'ici 2027, 4 800 soldats y défendront le front est de l'OTAN et de l'UE. L'Allemagne fournit aussi la deuxième plus importante aide à l'Ukraine après les États-Unis, plus de 17 milliards. Car le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a fortement ébranlé le lien transatlantique. En 2019 déjà, Trump 1 avait accusé l'Allemagne de jouer, je cite, aux passagers clandestins et de profiter sans contrepartie de sa dissuasion nucléaire. Il avait alors menacé de retirer un quart des 38 000 GIs, notamment ceux basés à Ramstein, Stuttgart et Grafenwöhr. En février 2025, Trump 2 va plus loin. À la conférence de Munich sur la sécurité, les États-Unis déclarent abandonner la sécurité du continent aux Européens, un cauchemar pour Berlin. Longtemps, l'Allemagne s'est assurée de la protection nucléaire américaine en achetant toujours plus d'armes aux États-Unis. Mais désormais, Berlin souhaite renforcer la défense européenne, souhait de 3/4 des Allemands selon les sondages. Et début 2025, Paris a ouvert le débat pour étendre sa dissuasion nucléaire à l'Allemagne et à l'Europe. Côté industrie militaire, l'Allemagne et la France coopèrent depuis longtemps au sein du groupe Airbus, réputé pour ses systèmes aérospatiaux, ses satellites et ses avions militaires, et dont on voit ici les usines allemandes Hambourg, Brême, Stade. Mais aussi au sein du groupe KNDS, né du rapprochement des Bavarois KMW et du français Nexter, qui produisent ensemble les chars Léopard 2, Leclerc et les canons César. Sans oublier le géant allemand Rheinmetall à Düsseldorf, spécialiste des chars et véhicules blindés, dont le célèbre Puma. Mais Berlin et Paris veulent encore renforcer leur partenariat, déjà unique au monde depuis les traités de l'Élysée et d'Aix-la-Chapelle, en développant les chars et avions de combat du futur. L'Allemagne mise aussi sur la Pologne, puissance militaire montante, Paris, Berlin, Varsovie, liés depuis 1991 par le triangle de Weimar.
Sans oublier Bruxelles, l'UE demeurant au cœur de la politique étrangère allemande. Berlin reste en effet le premier contributeur de l'Union, dont elle a en grande partie modelé les institutions, banque centrale indépendante, basée à Francfort, et euro fort, copie du Deutschmark. L'actuelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est allemande, de même que le leader du plus grand groupe du Parlement européen, le PPE, Manfred Weber. Enfin, terminons sur ce nouveau phénomène politique en Allemagne, une extrême droite à plus de 20%, du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici Alice Weidel, coprésidente de l'AfD, cultivant l'ambiguïté sur le nazisme. Elle a reçu, pendant la campagne des élections de février 2025, le soutien du vice-président américain J.D. Vance et celui d'Elon Musk. Pour aller plus loin, nous vous recommandons 2 ouvrages. Tout d'abord, cet Atlas de l'Allemagne, aux éditions Autrement, par Michel Dessay. Et puis, bien sûr, le grand historien du nazisme, Johann Chapoutot. Dans la collection Que sais-je, il publie cette histoire de l'Allemagne de 1806 à nos jours. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.